À partir du 5e siècle avant notre ère, des érudits d'Occident ont essayé de décrire toute la matière comme assemblage d'éléments plus simples. Et un modèle qui a été persistant était la décomposition de tous les corps selon 4 éléments, le soufre, le mercure, le sel et l'arsenic, pouvant se trouver dans l'un des 4 états, l'eau, le feu, l'air et la terre, chacun représentant une combinaison de 2 aspects, un aspect de température et un autre d'humidité. Le chaud et sec était le feu, le chaud et humide était l'air, le froid et humide était l'eau, et le froid et sec était la terre. Cette décomposition de la matière permettait de décrire beaucoup de phénomènes, mais avec beaucoup d'imperfections et de zones d'ombre. Pendant les périodes où les scientifiques étaient également les philosophes et bien souvent aussi des théologiens, il y avait de fortes influences philosophiques sur l'approche scientifique, et il fallait que chaque progression scientifique trouve une correspondance métaphysique en lien avec la philosophie, la psychologie, ou encore mieux avec la religion. Parmi toutes les évolutions que le modèle en 4 éléments a connues, l'une d'elles était basée sur les 7 planètes des alchimistes, et permettait de décomposer la forme Terre en éléments métalliques. L'or venait du Soleil, l'argent de la Lune, le vif argent de Mercure, le plomb venait de Saturne, l'étain de Jupiter, le fer considéré comme très masculin était lié à Mars, et le cuivre très féminin serait venu de Vénus. Ça permettait de décomposer la matière en 11 éléments plutôt qu'en 4, et ça ouvrait de nouveaux horizons. Surtout que ces nouveaux éléments sont encore considérés comme des éléments chimiques aujourd'hui. C'était donc un peu plus proche de la réalité, mais l'alchimie n'avait toujours pas troqué son principe d'échange équivalent contre les principes de conservation de la matière et de l'énergie. À l'époque, nous nous trompions, mais il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur la matière. Après avoir défini ce qu'étaient les atomes, on va parler des éléments chimiques. Les éléments chimiques sont facilement confondus avec les atomes, pourtant ils ne sont pas du tout étudiés de la même façon. Le comportement des atomes intéresse principalement les physiciens, pour les réactions nucléaires par exemple, tandis que les éléments chimiques sont utilisés en chimie. Pour rapidement mettre les petits plats dans les grands, un élément chimique peut être représenté par plusieurs atomes. Attention, un élément chimique n'est pas un regroupement d'atomes. Un regroupement d'atomes est une molécule. Un élément chimique peut qualifier plusieurs atomes différents. Très vite un exemple. Voici un atome. Cet atome a un proton, donc aussi un électron, pour que sa charge totale soit nulle. Et je ne lui mets pas de neutrons, juste le minimum. Cet atome est le procium. Si je lui mets un neutron maintenant, on a toujours le proton et un électron qui se promène dans son petit nuage. Mais on obtient un nouvel atome. Cet atome a 2 nucléons. C'est le deutérium. Ces 2 atomes ont le même nombre d'électrons, un seul. Et c'est le nombre d'électrons qui va être le facteur le plus déterminant dans le comportement de l'atome avec ses voisins. Donc 2 atomes avec le même nombre d'électrons vont avoir des comportements chimiques similaires. Comme le nombre d'électrons est lié au nombre de protons, en chimie, on va nommer les atomes selon leur nombre de protons. Ici, on a l'hydrogène. Les atomes, au pluriel, d'hydrogène, sont tous les atomes qui n'ont qu'un seul proton dans leur noyau. Sur le même principe, l'élément chimique hydrogène désigne également le tritium, car il a lui aussi un seul proton dans son noyau. On a aussi un mot pour parler de tous les atomes qui ont 2 protons dans leur noyau, c'est l'hélium. Quand on arrive à 3 protons, il s'agit du lithium, dont vous avez sûrement déjà pu voir la représentation pas mal de fois. Et ainsi de suite, avec autant de protons qu'on le veut. Quand on arrive à 90 protons par exemple, on appelle ça le thorium, en hommage au dieu de la foudre. Les atomes de thorium ont tous 90 protons. Le thorium est un élément chimique. Les éléments principaux du monde du vivant sont l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'azote. Très tôt, il est utile de connaître l'existence du fer, du soufre et du chlore. Ces éléments sont étudiés par les chimistes pour décrire les transformations subies par la matière à travers des équations. Dans ces équations, ils sont représentés par un symbole. C'est plus rapide, c'est plus net, et surtout c'est international. L'hydrogène par exemple se note grand H, quelle que soit la langue d'écriture du chimiste. Très utile donc d'avoir une seule lettre pour symbole, plutôt que d'apprendre le nom de tous les éléments dans toutes les langues. Sur le même principe, l'oxygène se note O majuscule. Le carbone se note C majuscule, le fer se note Fe avec 2 lettres. Le F seul est déjà utilisé par un autre élément. Les lettres qui sont après la première sont toujours toutes en minuscules. Le soufre
se note grand S. Le chlore se note Cl. Le C tout seul est déjà pris par le carbone, et CH est déjà très utilisé en chimie pour parler d'une liaison entre un carbone et un hydrogène. Donc pour le chlore, symbole Cl. L'azote maintenant, que j'ai consciencieusement évité. Le symbole de l'azote ne vient pas de son nom français, mais de son nom latin. On utilise un grand N, comme dans nitrogenum. En anglais, on a conservé le nom de nitrogène, et d'ailleurs, le préfixe nitro est aussi très utilisé en français avec les nitrates, la nitroglycérine, toutes ces choses joyeuses à base d'azote. Bon, il y a tout de même des choses qui ne sont pas mortelles à base d'azote, comme le gaz d'azote qui compose 78% de l'air que nous respirons. Un exemple important d'une chose qui n'est pas un élément chimique est le bois. Le bois est un matériau composé de lignine, cellulose qui sont des molécules de bois. Ces molécules sont des assemblages des éléments carbone, oxygène, hydrogène et de plusieurs autres selon l'essence de l'arbre. Le bois n'est donc pas un élément chimique, tout comme la chair n'en est pas un non plus. Tous ces éléments peuvent se ranger dans une grande liste. On commence bien sûr par l'hydrogène et l'hélium, qui ont respectivement 1 et 2 protons. Ensuite, si on place ceux dont je vous ai déjà parlé, on a le lithium avec 3 protons, le carbone avec 6, l'azote qui en a 7, et l'oxygène juste derrière. Un peu plus loin, on a le soufre en position 16, le chlore en 17 et le fer en 26. Ce nombre est un compteur de protons. Et comme les protons sont les porteurs de la charge positive dans le noyau, on appelle ce nombre le nombre de charge. Dans notre liste, il y a des trous. Histoire d'avoir entendu leur nom au moins une fois, je vais rapidement compléter avec ceux qui manquent, mais ce n'est absolument pas un objectif de les retenir de cette façon-là. Beryllium, bore, fluor, néon, sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, argon, potassium, calcium, scandium, titane, vanadium, chrome et manganèse. Ça en fait déjà pas mal. Mais le thorium dans tout ça. Le thorium a 90 protons. Et pour chaque nombre entre 26 et 90, il existe un élément portant ces numéros atomiques. Et si vous vous demandez quel est le dernier élément, celui avec le plus grand numéro atomique, ça dépend de quand on regarde la liste. Car la liste a tendance à s'allonger avec les découvertes scientifiques. Pour ajouter des nouveaux éléments à la liste, il suffit d'ajouter des protons à un élément déjà existant et de trouver le bon dosage en neutrons pour que le noyau soit stable. Ou pas. Un atome instable est un atome tout de même. Par exemple, pour changer l'or en plomb, on a besoin de trouver 3 protons et de les ajouter dans le noyau d'or. Sans parler de l'aspect économique pas du tout viable de changer l'or en plomb, ce genre de réaction ne se produit pas du tout spontanément. Et la création au naturel des éléments se fait dans les étoiles de différents types, avec une approximation grossière. Plus une étoile a une température élevée, et plus elle va réussir à aller loin dans la liste des éléments avec ce qu'elle va créer. Mais ce ne sont pas les seuls créateurs d'éléments. Certains atomes n'apparaissent que lors de l'explosion de systèmes stellaires ou lorsque deux corps déjà en fusion entrent en collision. L'or, par exemple, se forme lors de la collision de deux étoiles à neutrons. C'est à peine imaginable ce que ça représente en termes d'énergie. En tout cas, ce n'est vraiment pas quelque chose de spontané dans l'atmosphère terrestre. Même avec tous ces phénomènes astronomiques, tous les éléments ne se trouvent pas dans la nature. Mais artificiellement, il nous arrive de provoquer la collision de deux atomes qui fusionnent pour en former un plus gros. C'est l'une des fonctions de l'accélérateur de particules, une très grande construction qui donne de la vitesse à des atomes pour qu'au moment de leur impact avec un autre atome, ils aient suffisamment d'énergie pour provoquer la fusion de leur noyau en un noyau plus gros. Et si Tony Stark arrive à faire ça dans son sous-sol, ça ne doit pas être si difficile. La liste en colonne des éléments n'est pas du tout pratique pour travailler. Et en réalité, on les range dans un tableau selon leurs propriétés chimiques. Il y a eu quelques retouches depuis qu'il a mis la main à la pâte, mais principalement, c'est Dmitri Mendeleïev qui a lancé l'idée de cet ordre-là. Et au moment où Dmitri l'a fait, il contenait d'ailleurs pas mal d'espaces vides. Mais il était capable de prédire grâce à ce tableau à quelle température les éléments manquants allaient fondre, quelle serait leur densité, et certaines propriétés de réaction. On reparlera beaucoup des versions améliorées de cette classification dans la vidéo sur les molécules, car il permet de faire des prévisions sur les liaisons chimiques. Son nom est tableau périodique des éléments, et il sert à ranger les éléments chimiques. C'est une des trousses à outils du théoricien chimiste. En résumé, les atomes sont rangés par groupe appelés éléments chimiques. Un élément chimique est défini par le nombre de protons qu'on trouve dans le noyau. Dans les équations, les éléments chimiques sont représentés par un symbole composé d'une lettre majuscule, parfois suivie par une ou plusieurs lettres minuscules. Et ces éléments chimiques sont rangés dans un tableau périodique qui permet dans certaines mesures de décrire leur comportement.
Cette deuxième partie a été un peu plus consistante, mais je suppose que beaucoup d'entre vous ont retrouvé l'approche académique qu'on a des atomes en passant d'abord par les éléments chimiques. C'était encore beaucoup d'informations d'un coup, mais il faut ce qu'il faut pour avancer vers les sujets un peu plus croustillants. On n'est plus très loin des réactions nucléaires et on a déjà tout ce qu'il faut pour parler des molécules. Si vous avez appris quelque chose, pensez à lever les pouces verts et bleus, à partager si vous connaissez quelqu'un à la ramasse en chimie ou qui ne sait pas faire la différence entre un atome et un élément chimique, et à commenter si vous avez une question ou une suggestion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des isotopes. À bientôt.